Merci. On a encore un petit temps pour les questions avant la pause. Merci. Et puis certains de nos collègues collaborateurs se sont amusés à faire des comparaisons entre le chef d'orchestre et le directeur général des établissements. Donc on les laissera poser les questions subjectives ou pas. Vous avez dit au début quelque chose qui m'intéresse dans la réflexion qu'on a sur la transparence. Vous avez dit qu'on avait commencé à noter et annoter pour que l'auteur garde la propriété de son œuvre. Or, nous, dans l'administration française, on a parfois l'impression de faire l'inverse et se dire que c'est le secret qui protège et c'est la transparence qui rend l'absence de protection. Comment vous analysez cette double... Je pense que d'abord, transparence en musique, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ce qui est important, surtout dans une musique très complexe, je ne parle pas où il y a une mélodie avec un accompagnement tout simple, là, il n'y a pas de problème. Mais dans des fugues, par exemple, où il y a une hiérarchie, dans la musique. Il y a des éléments qui sont plus importants, qu'on appelle thème ou quant au sujet. Donc, un des rôles du chef est, le musicien ne peut pas savoir quand l'élément qu'il a joué est important ou pas important. Donc, c'est à nous de dire, attention, ça, les autres, écoutez-le. Il faut que... Et le grand problème de la musique contemporaine avec des grands ensembles, c'est que ce n'est pas transparent, parce qu'il y a trop de sons. Le son fait que c'est anti-rhétorique, et que, par exemple, la différence est quand je dis « Jésus », et quelqu'un fait « Jésus », il n'y a pas toute cette oui, avec l'accent tonique des mots. Et toute la musique baroque est basée là-dessus. Par exemple, dans la Saint-Jean, si on chante « Jesum von Nazareth », Jesum von Nazareth, ça ne marche pas. C'est Jesum von Nazareth, Jesum von Nazareth. Et c'est en hiérarchisant, en donnant truc, je parle en musique maintenant, que je peux rendre une partition transparente. Je ne sais pas, je ne pense pas que j'ai répondu à votre question, mais peut-être la démarche est... Mais c'est un de nos soucis, surtout dans une musique qui plus que la musique est complexe, plus elle a besoin de transparence. Oui. C'est juste... forcément le micro du chef. Ah bon, tant mieux. Non, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit à la fin, là, sur le Philharmonique de Berlin. Parce que finalement, on est tous à la tête de Philharmonique de Berlin, avec de grandes vedettes, des solistes extraordinaires. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux et quel est le rôle du chef? Quelle est votre capacité à faire jouer ensemble ces vedettes? Je pense que tout est... Par exemple, si le Philharmonique de Berlin me demandait de faire un concert, je dirais non. Je dirais non parce que je ne vois pas du tout ce que je raconte à ces messieurs. Je crois qu'aussi, maintenant ça ne vous concerne peut-être pas, mais je crois que comme chef, je dois savoir où est ma place. Et malheureusement, il y a beaucoup de chefs qui ne se posent pas cette question, mais ça c'est leur problème. C'est à partir du moment où je me mets devant un groupe où les compétences sont telles qu'il n'y a que 10 chefs au monde qui sont capables de leur dire encore quelque chose, c'est comme ça. Et le Philharmonique de Berlin, c'est ça. Il joue à la première répétition comme s'il faisait un disque. C'est comme ça. Il n'y en a pas beaucoup d'orchestres comme ça, mais il y en a plusieurs comme ça. Et naturellement, le Philharmonique de Berlin a toujours des chefs extraordinaires, les meilleurs. Alors maintenant, je me dis ça sans vous blesser, est-ce que peut-être maintenant le directeur n'est pas à la hauteur des gens qu'il a? Chez nous, on dirait ça plutôt, vous comprenez? Ou s'il est à la hauteur, je ne connais rien de votre métier, mais ce qui me surprend souvent, j'entends comme ça parler, c'est les médecins, à quel point ils sont omnipuissants, etc. Je ne comprends pas ça. C'est des médecins qui sont importants, mais je pense qu'ils font partie d'un orchestre. Le hautbois solo, chez moi aussi, c'est très important. Et il faut un moment qu'ils s'intègrent dans le groupe. S'ils jouent toujours celui qui est important, d'abord, je pense qu'un travail d'ensemble n'est pas possible. Il faut qu'à un moment, qu'il accepte aussi de jouer plus piano, parce que c'est la flûte à côté qui est plus important à ce moment-là. Eh bien, maintenant, moi, je suis un petit musicien. Je ne vis pas dans le monde que vous, et je peux m'imaginer que vos problèmes n'ont rien à voir avec les miennes, qui sont beaucoup plus durs, etc. Oui. Oui. Vous l'avez cité rapidement, mais est-ce qu'il n'y a pas un rôle important par le premier violon? Oui, le premier violon,
Maintenant, quand on me demande de faire un programme Mozart-Haydn avec des instruments modernes, la première question est qui est le premier violon? Si le violon solo va dans une direction, c'est-à-dire, aujourd'hui, quand on fait Mozart-Haydn, la grande erreur de la musique, dans l'enseignement, on vient du XXe siècle, XIXe siècle, et puis on vient au XVIIIe siècle. C'est normal, avec une démarche pareille, on ne peut rien comprendre. Si on veut comprendre le XVIIIe siècle, il faut venir du XVIe siècle. Il faut le XVIe, XVIIe, et on vient chez M. Bach, bonjour, et après chez M. Mozart. Mais tout ça, c'est une succession. Hein. Il faut aussi dire ceci, que des petits garçons qui, en 1744, ont chanté sous la direction de Bach, pouvaient très bien jouer 20 ans après dans l'orchestre avec Mozart-Haydn. Il y a donc une continuité. Ah, je ne me rappelle plus de la question. Ah oui, le premier violon. Donc, ce qui est important dans la démarche, si le premier violon, il n'accepte pas de faire cette démarche, et c'est possible, et c'est même son droit. Mais quand lui, il a des droits, j'ai aussi des droits. Moi, je refuse de travailler avec cet orchestre. Ça peut arriver souvent des musiciens des pays de l'Est, qui sont des instrumentistes fantastiques, des Russes qui jouent superbement le violon. Et il faut dire que tous ces pays étaient longtemps fermés, et ils sont venus à la musique baroque beaucoup plus tard. Maintenant, il y a à Prague un ensemble. Ils commencent à avoir des ensembles là-bas. Mais sinon, ils n'ont aucune approche avec cette musique. Donc, le premier violon est très, très important. Il m'arrive, le premier violon, que je lui dis, fais l'exemple, où je vois avec lui comment je vais avoir, je lui montre. Je travaille avec l'orchestre du CNSM à Paris, au mois de novembre. C'est des jeunes fantastiques, entre 14, 20 ans, 25 ans, qui jouent superbement leur instrument. Et on m'avait demandé de faire avec eux un travail sur Haydn, qui est une esthétique qu'ils ne connaissent pas très bien, parce que eux, c'est le grand violon, Tchaïkovski et tout ça. Et c'était formidable, parce que la violon solo, c'est une jeune fille superbe, qui jouait très bien. Et avec elle, je me mettais d'accord. Je dis non, au moins marcher, non sans vibrer, etc. Et quand ça marchait, elle est allée chez chacun. Ils ont travaillé ensemble. Le résultat est formidable. Naturellement, on ne peut pas faire ça à l'orchestre dit normal. Hein. Mais vous pouvez aussi, j'ai eu des contacts avec des musiciens, où les musiciens, moi maintenant, parce que même ceux qui sont sourds, ils se rendent compte, tout ce qui vient de ce milieu dit baroque ancien, apporte beaucoup. Mais ils ont rigolé. Au départ, ils ont rigolé. Mais c'était ce rire quand on est mal à l'aise. Hein? Quand on parle à un jeune de certaines choses, il rigole parce qu'il n'est pas... Et c'est un peu ça. Oui. Sur le comportement musical des musiciens, vous nous avez donné des explications culturelles, géographiques, en nous parlant des pays de l'Est, en nous parlant de la Russie, etc. Et vous-même, vous êtes luxembourgeois. Donc vous êtes peut-être mieux à même de comprendre ce que les compositeurs ont voulu mettre dans leur musique, quand vous parlez de Bach par exemple. Est-ce que vous pourriez nous parler des musiciens anglo-saxons et au regard de leur culture, de leur façon d'interpréter et de la façon d'accepter d'être dirigés? Les Anglais, oui. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Les Américains. Moi j'aimerais bien que vous nous parliez du philharmonique de... Aujourd'hui, il y a 100 ans, il y avait une grande différence entre les différents orchestres. Vous pouvez même dire, ça c'est tel orchestre. Chaque orchestre. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Les chefs, ils dirigent hier à San Francisco. Le jour après, il est à Paris. La semaine après, il est à Berlin. Donc il n'y a plus ce son typique à chaque orchestre. Mais il y a une manière de vivre la musique. Par exemple, je crois que, et je dis ça, je sais que c'est affreux, mais je dis quand même, ce qui est terrible, c'est les gens qui touchent à la fin du mois leur salaire, s'ils font leur travail bien ou mal. Ça tombe. Ça tombe, ils n'ont même pas besoin d'aller chercher l'argent, ça vient sur leur compte, ce qui est encore pire. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le milieu baroque. Moi, mes chanteurs, demain je vais avoir mes chanteurs devant moi, il y a un qui n'est pas préparé, ou un qui fait ça pour boulot, il ne vient plus. Et à un orchestre, quelqu'un peut faire l'imbécile n'importe quoi, jamais il garde sa place, il peut... Regardez. Alors, il y a naturellement des attitudes. Les orchestres aux États-Unis, c'est des orchestres qui doivent faire rentrer une grande partie de leur salaire. Donc, ils ne peuvent pas se permettre une attitude comme ça. Ils sont beaucoup plus professionnels. Si vous dirigez un orchestre américain, déjà, il vient en première répétition, ils ont travaillé avant. Alors qu'ici,
pas tous les orchestres, il y a des orchestres où il y a des musiciens qui sont super, mais beaucoup d'orchestres viennent, qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui? Encore du Beethoven, mais bien. Et ça existe. Ça existe, vous comprenez? Donc, il y a... Je pense qu'il y a des musiciens qui se respectent. Mieux ils sont, ils se respectent, ils font leur boulot. Et puis, il y a des musiciens... Finalement, ce qu'on dit à l'orchestre, à 90%, c'est ce qui est marqué sur la feuille devant eux, mais qu'ils ne respectent pas. Et les différences avec les bons orchestres comme Berlin, etc., ils respectent ce qui est marqué. Moi, je dis à l'orchestre, non, ce n'est pas les notes. Non, c'est trop fort, c'est piano. Non, il y a un accent. Mais tout ça, c'est marqué. Non, là, c'est trop fort, ça reste piano. Tout ça, c'est des indications comme ça parce qu'ils ne respectent pas le texte. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi une formation d'un niveau. Parce que la musique, c'est comme dans tous les métiers. Hein, il y a des gens qui sont super, il y a des gens qui sont moins bons, il y a des gens qui sont mauvais. Et les musiciens, plus ils sont mieux, plus ils se respectent et plus ils font leur travail. Donc, il y a quand même une grande différence. Quand j'étais devant des orchestres, je ne retourne plus parce que c'était affreux. Et puis, il y a des orchestres qui sont super, on sent qu'il y a une volonté de bien faire, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, vous avez répondu. Parce qu'il m'arrive de parler sans répondre. Oui, vous avez répondu parfaitement, d'autant que j'avais été marquée par une expérience qui était la Dame de Pique par les chœurs du Bolchoï. Et nous avions en face de nous des fonctionnaires, des personnes raides qui faisaient une prestation sans un sourire et qui étaient dans une attitude de parfait fonctionnaire. Ils étaient là. Oui. Voilà. Oui. Donc, mais sur les Même maintenant, peut-être les chœurs du Bolchoï, ils ont fait le voyage le jour avant, ils sont arrivés, ils étaient très fatigués. Je comprends ça. Il faut se dire une chose. Il n'y a rien de pire que la récapitulation de quelque chose. On voit ça très bien quand des chorales d'amateurs jouent avec un orchestre professionnel. Les chorales d'amateurs, c'est le grand événement de l'année. Pendant 6 mois, ils ont travaillé et maintenant arrive l'orchestre. Ce sera un grand moment. Et puis les musiciens arrivent. C'est terrible. Mais bien, vous, peut-être pas vous. Non, parce que je pense que vous avez une responsabilité. Mais en général, les gens qui sont profs, c'est fini à 16h, à 16h15, et plus personne n'est dans sa classe. Donc, ce n'est pas seulement les musiciens qui sont comme ça. Et très souvent, je protège les musiciens, parce qu'il y a des chefs qui profitent de ça. Moi, je commence à pile. Demain matin, je commence à 10h15 à Versailles. Il y a des manteaux dans la salle, et ça fait « Bonjour, on y va ». Et c'est parti. C'est mon côté luxembourgeois. Je ne commence pas en retard. Si quelqu'un vient à 10h17, il sait qu'il est en retard. Il sait qu'il est en retard. Pourquoi? Parce que je commence à 15. Voilà. Mais je sais aussi qu'il y a des chefs qui commencent 5 minutes, 10 minutes de retard, etc. Mais j'arrête à l'heure pile. Si je plains dans une phrase, si c'est 15, merci beaucoup, à tout à l'heure, et j'arrête. Je crois qu'il faut aussi respecter ça. Et naturellement, des moments, on a du mal à comprendre l'attitude. Il y a des orchestres que je ne vais plus jamais diriger parce qu'ils ont une attitude terrible, très syndicaliste, très... Moi, ça fait plus de 50 ans que je dirige. Et je me réjouis demain matin à la répétition. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui... Vous savez, il y a une blague, si vous permettez. Il y a, dans un orchestre, il y a un musicien qui était là. Le chef dit, « Ça ne va pas, vous êtes malade ?»« No, sir. » C'était à Londres, pardon. Il disait, il faisait 3-4 fois. Mais alors le chef dit, « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Et il disait, « Je n'aime pas la musique. » Et ça existe. Ça existe. Ça existe. Ou il y en a qui rentrent dans ce métier avec beaucoup de, comment dirais-je, avec beaucoup d'espoir, d'illusion, très souvent à faute d'un enseignement qui les a éduqués comme ça. C'est un peu le problème en France, ça a beaucoup changé. En France, on a formé que des solistes. C'est ridicule. Tous vont un jour dans l'orchestre. Et c'est rare qu'ils vont gagner leur vie comme solistes. Donc ça, c'est comme ça. Hein. J'ai un peu changé de sujet.
Dernière question. Comment gérez-vous le respect par le musicien de vos consignes et le respect de l'œuvre? Autrement dit, est-ce que parfois, il y a des musiciens qui vous font changer d'avis sur la manière d'interpréter? Oui. Je donne un exemple précis. Je travaillais avec les jeunes au CNSM. Le premier au bois, c'était génial. Un jeune qui était super. Il jouait. J'arrêtais, je dis, oui, c'est bien. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Tu peux me proposer d'autres choses. Mais c'était plutôt pédagogique aussi, pour qu'il cherche. J'aurais pu dire, je fais comme ça. Parce que ce qui arrive. Hein. Je dis, non, commence moins fort, avec une explication naturellement. Et lui, il a fait une autre proposition. Et il peut arriver, ce qu'il propose, que ça ne correspond pas à 100% comme je me l'imagine. Et quand même, je dis, oui, ok, ça peut marcher, comprenez. C'est-à-dire, quand je viens au pupitre, l'idéal, c'est qu'à chaque moment, je sais ce que je veux. Et l'orchestre me donne quelque chose qui ne correspond pas à ça, et j'essaie de corriger. Comprenez? Mais il peut arriver, surtout quand vous avez des très bons musiciens devant vous. Là, par exemple, je fais la Saint-Jean. L'évangéliste, c'est Christophe Prégardien. C'est le plus grand évangéliste qu'on peut avoir. Donc, ce n'est pas à lui que je vais dire comment il faut chanter ça. Il s'est cassé la tête beaucoup plus là-dessus que moi. Parce que lui, c'est sans rôle. Moi, c'est beaucoup d'autres choses. Donc, il vient, il propose. Et ça va. Je faisais le Requiem de Brahms avec José Van Damme, qui est un très grand soliste. Je connais un peu. Bonjour. On commençait. Ça va? Comment tu te sens? Très bien. À ce soir. Et c'était fini. Je ne vais pas dire que c'est toujours comme ça. Des moments, c'est très pénible. Et les plus pénibles sont ceux qui ne sont pas très compétents. J'ai eu la chance de travailler avec des gens formidables au Reichstag. Et ils sont géniaux, humainement et tout. Mais quand il y a le petit soliste du coin avec l'écharpe, ça c'est pénible. Est-ce que j'ai répondu? Ça va? Bien, je vous remercie beaucoup. Finalement, vous étiez très sympa et indulgent avec moi.